les inégalités hommes-femmes, si on arrivait à les réduire, on pourrait avoir un gain énorme niveau PIB. Selon The World Bank, entre 20 jusqu'à 25% de la participation des femmes dans le marché du travail, qui est vraiment très peu. Ils ont fait une étude où ils ont dit que ces inégalités-là, elles étaient coûteuses et elles sont coûteuses à 12 000 milliards de dollars en PIB. Global, on parle du PIB global. Imaginez une salle de classe à Rabat. Les meilleures notes sont celles des filles. Elles décrochent les diplômes, elles brillent. Mais qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? 8 sur 10 ne travaillent pas? Mais où sont passés ces talents? Bienvenue dans EcoTalks. Aujourd'hui, on parle d'un paradoxe marocain inquiétant. Je suis accompagnée de Hajar Alami, présidente d'Athéna. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Hajar Alemi, étudiante en deuxième année en relations internationales et je suis aussi présidente du club Athéna qui est un club par rapport à la place de la femme dans la société mais aussi de la diplomatie féminine. Pour en parler, nous avons l'honneur d'inviter Dr Malek El-Qendoussi. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Je suis ravie de parler d'un sujet qui est très important. Donc juste pour expliquer, je suis économiste-chercheuse en marché de travail et en macroéconomie. Donc en l'occurrence, je réponds à une question qui est en façade de simple. Pourquoi certaines personnes trouvent facilement un emploi et d'autres restent durablement à l'extérieur du marché de travail. Donc quand on creuse un peu, je travaille un peu sur ces questions d'inégalité, les politiques publiques, les frictions sur le marché de travail. Et quand on creuse un peu, on trouve que ce n'est pas juste une question individuelle, mais c'est une question de système. Parce que quand vous avez une grande majorité de la population pourtant qualifiée et formée en dehors du marché de travail, ce n'est plus une urgence sociale seulement, mais aussi un frein économique. Donc l'exemple que vous avez donné est parfait pour le cas du Maroc. Imaginons, comme vous avez dit, une classe où on a autant de filles que de garçons, et même je pense qu'ici à l'UM6P, on a plus de filles que de garçons en classe. Et à ces filles, on a toujours dit, bon, la clé de l'indépendance et la clé de la réussite, c'est le diplôme. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, ces mêmes filles qui sont brillantes, qui ont réussi incroyablement, on les trouve en dehors du marché du travail. Et du coup, là, on se pose des questions qui sont urgentes. Et vous avez dit que c'est un problème marocain. Ce n'est pas seulement un problème marocain, c'est un problème de la région MENA, Middle East, North Africa, où on trouve un peu ce qu'on appelle le paradoxe MENA, niveau d'éducation de la femme très élevé, avec une insertion sur le marché de travail qui est très faible. Donc je trouve que c'est très intéressant de parler de ce sujet. Je suis ravie d'être là pour en parler avec vous. Merci beaucoup. Donc Madame Dr Qendoussi, vous avez étudié mais aussi renseigné entre la France et le Maroc. Est-ce qu'il y a eu un moment précis, un certain chiffre clé, un cas concret ou encore une étude où vous êtes dit l'inégalité homme-femme n'est pas juste une question sociale, mais c'est tout un enjeu macroéconomique? Alors, les chiffres, ils sont parlants. Il y en a beaucoup. Je vais commencer encore une fois par la zone MENA. On a, selon The World Bank, entre 20 jusqu'à 25% de la participation des femmes dans le marché de travail, qui est vraiment très peu. Les mêmes chiffres pour le Maroc, selon HCP, au Maroc, c'est entre 19 et 22%. Ce qui est choquant, c'est que c'est comparé aux hommes, 70%. Donc, ça n'a rien à voir. c'est vraiment énorme comme différence. Donc, ces inégalités-là, donc je vais vous donner encore des chiffres. Il y a une étude qui est très sympa, Power of Parity. McKinsey, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, où ils expliquent que les inégalités hommes-femmes, si on arrivait à les réduire, on pourrait avoir un gain énorme niveau PIB. Ce gain, il peut être jusqu'à plus 20, jusqu'à 30% en plus du PIB global. Ils ont fait une étude où ils ont dit que ces inégalités-là, elles étaient coûteuses et elles sont coûteuses à 12 000 milliards de dollars en PIB.
global, on parle du PIB global. Et ils ont fait un peu des simulations macroéconomiques où ils se sont rendus compte que si on arrivait à avoir un scénario parfait, où on avait une égalité parfaite homme-femme, on pouvait gagner jusqu'à 28 000 milliards de dollars en PIB global. Donc, en gros, c'est du PIB perdu. C'est clairement du PIB perdu. Donc, au-delà d'un problème social, c'est juste inefficace. Les inégalités hommes-femmes sont inefficaces. Il faut trouver une solution. Donc, oui, c'est un problème macroéconomique et ces chiffres, ils sont parlants et même il est urgent de trouver des solutions. Docteur Kandoussi, vous travaillez sur les crises économiques. Est-ce que ce sont elles qui vous ont montré que quand l'économie tremble, ce sont souvent les femmes qui tombent en premier? C'est une super question parce que c'est une question où on peut répondre oui et non. Je vais vous donner deux exemples types qui vont illustrer cette idée. Déjà, il faut savoir que les crises ne créent pas les inégalités. Elles le font plus apparaître, elles montrent ce qui se passe à l'intérieur en fait, du système. Je vais vous donner deux exemples qui vont vraiment répondre à cette question. Bon, le dernier exemple, ou le plus récent, c'est celui du Covid. Donc, la récession de 2020, on l'appelle la She Session. She as a woman. Où on a, par exemple, je vous donne un chiffre pour les États-Unis. Le taux de chômage des femmes a été plus élevé que celui des hommes de 2,9 points de pourcentage, en différence disons, de l'économie plus stable. Donc oui, durant cette crise-là, les femmes, tout le monde a souffert, mais les femmes, elles ont connu un plus grand impact au vu du fait qu'elles travaillent dans des secteurs qui ont été très touchés par la crise Covid. Donc on parle du secteur service, on parle de l'hôtellerie, on parle du tourisme. Donc c'est des secteurs qui sont un peu plus, c'est les premiers à prendre le coup. Mais aussi, durant le Covid, on était tous confinés. Et quand on dit tous confinés, si en plus on a des enfants, il faut prendre soin de ces enfants. Donc il y a une charge du travail domestique qui a augmenté durant la crise Covid, qui a été majoritairement faite par la femme. Donc ça fait que oui, les femmes, elles étaient plus sensibles durant cette crise-là. Donc ça, c'est mon premier exemple pour vous dire oui, la femme, dans certains cas, c'est elle qui prend le coup durant les crises. Je vais vous donner une autre crise, un autre exemple, c'est the subprime crisis, donc la crise de 2008. Cette crise, elle a touché surtout les secteurs d'industrie ou de l'immobilier. Et ces secteurs-là, ce sont les secteurs qui emploient majoritairement le plus d'hommes. Donc, contrairement à la she session, it was a he session, it was a men's session, et ça a plus touché les hommes que les femmes. Donc, durant ces crises, on peut voir que oui, ça peut toucher autant l'homme que la femme. Maintenant, après la crise, même si ce n'est pas les femmes qui tombent en premier, malheureusement, c'est celles qui restent à terre le plus longtemps. Elles ont plus de mal à se réinsérer et à se retrouver un emploi aussi rapidement que l'homme. Docteur Kandoussi, le dernier rapport de l'Institut royal des études stratégiques parle d'un chiffre alarmant. 8 femmes sur 10 en âge de travail sont hors de marché du travail. Alors, question simple. Pourquoi le diplôme protège les garçons mais pas les filles? On observe même que plus elles sont diplômées, plus leur taux d'activité baisse. Comment expliquer ce paradoxe? Alors, pour les diplômes, je vérifie mes chiffres en même temps. Le diplôme en général, ça protège. Bien sûr, c'est la première clé pour trouver un emploi. Donc, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, pour s'insérer dans le marché de travail, il est essentiel d'avoir un diplôme. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une participation de la femme qui est à 20%, alors que celle de l'homme, elle est à 70%. Donc, c'est problématique. Surtout que les femmes au Maroc, elles réussissent mieux à l'école et elles partent plus loin même parfois. Donc, on se pose la question. Et si on voulait un autre chiffre qui est alarmant, c'est le chiffre du NEET. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ni emploi, ni formation, ni éducation, c'est ça? Alors là, au Maroc, on est à 25%.
en général. Et 37% femmes, 13% hommes. Donc on se dit, bon ben là, il y a clairement, malgré des diplômes qui sont élevés, on a une participation qui est vraiment très 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 faible pour la femme. Est-ce que c'est un problème d'éducation? La réponse est non, elle est simple et claire. Est-ce que c'est une question de motivation? Je dirais non non plus, parce que si on n'était pas motivé, on ne partirait pas à l'école dès le début, on n'irait pas à l'université, on ne stresserait pas à passer les partiels, etc. Donc non, ce n'est pas un problème de motivation, c'est vraiment un problème de structure du marché de travail. C'est un problème de structure de marché de travail dans le sens où on a des coûts économiques qui sont majoritairement des coûts subis par la femme. Quand je dis des coûts économiques, on a des coûts de transport, on a des coûts de garde d'enfants, on a des salaires qui sont plus faibles. Nous avons un problème de normes sociales. Donc les normes sociales, surtout dans les pays comme les pays MENA ou le Maroc en l'occurrence, où on a cette idée du rôle de la femme qui est précis. Et d'ailleurs, il y a une étude de HCP, aussi une étude de Policy Center, qui a montré que la femme marocaine, elle faisait 7 fois, donc 7 fois plus de tâches domestiques que l'homme. Donc je vous laisse imaginer partir au travail et revenir retravailler à la maison, qui est un emploi en soi, mais qui n'est pas rémunéré. On a aussi un problème d'organisation. Quand je dis organisation, je parle de la rigidité des horaires, la non-flexibilité du travail. On a un quatrième problème qui est la discrimination directe ou indirecte. Facilement, on préfère l'homme à la femme quand on dépose les CV. Quand on voit une femme, on se projette déjà. Il y a un problème de maternité, il y a un congé de maternité, donc déjà il y a de la discrimination qui a lieu. Et puis le cinquième point, c'est ce qu'on appelle le mismatch. Le mismatch, c'est une non-correspondance entre les formations de la femme et ce que offre le marché de travail et où est-ce que la femme peut travailler. Donc oui, les diplômes, ils protègent, mais ils protègent les hommes parce que, disons que le marché de travail, il est fait pour faciliter un peu la trajectoire d'un homme qui n'a pas de tâches ménagères ou qui n'a pas de tâches domestiques, qui est un peu plus libre que la femme. Donc, merci beaucoup, docteur Kandousi, par rapport à votre réponse. Mais nous voulions aussi savoir. Alors, nous savons que Banque le Maghreb, elle a rejoint en 2025 le WE de Finance Code pour encourager le financement direct des femmes entrepreneurs. Mais soyons directs, est-ce que le problème, c'est vraiment l'accès au financement ou est-ce qu'il est plus profond dans nos pratiques de recrutement, dans nos normes sociales ou encore nos attentes invisibles? C'est excellent parce que ce genre de choses, déjà, ça fait plaisir. On voit bien qu'il y a une certaine conscience institutionnelle, qu'on veut bien faire, qu'on sait qu'il y a un problème et qu'on veut agir. Donc, certes, selon une étude de la FCI, on a un déficit dans le financement pour les femmes entrepreneuses de 1500 milliards de dollars par an. Donc c'est un déficit et c'est bien de dire si je veux encourager les femmes dans ce domaine-là, je mets en place une certaine politique, une certaine subvention pour encourager les femmes à se développer dans ce secteur-là. Maintenant, quand on dit il n'y a que 20% de femmes qui participent dans le marché de travail, donc c'est un problème totalement de la participation de la femme dans le marché de travail. Ce genre de politique vient en aide à des personnes qui sont déjà incluses dans le marché de travail. Il y a des personnes qui sont déjà ou bien entrepreneuses ou bien qui travaillent dans un autre secteur. Donc, elles sont déjà dedans. Notre problème, c'est les femmes qui ne sont pas du tout, qui sont loin de ce marché de travail. Et du coup, ça, disons que ça soigne un peu les symptômes, mais pas la cause réelle, le problème structurel et les conditions du marché de travail. Donc, yes, it's a good thing, it's not enough. Alors, madame, on parle souvent de mentalité, mais maintenant, on va parler de chiffres.
Alors pour certaines femmes, travailler coûte plus cher que rester à la maison, au niveau des transports, garder des enfants, salaire faible, etc. Est-ce que l'exclusion n'est pas au fond un choix économique rationnel imposé par un marché mal structuré? Ok. C'est la question qu'il faut poser à une économiste, tout simplement, parce que on a toujours cette vision de coût, d'incitation, de contrainte. Et c'est simple. Aujourd'hui ou demain, je vous propose, bon, disons, je vous propose 100 dirhams par jour. Sur les 100 dirhams, vous devez en dépenser 25 pour aller travailler. Et puis 50 pour mettre votre enfant en maternité ou en garde d'enfant. Puis il y a le risque. Donc à un moment, c'est simple, je fais le calcul coût-bénéfice. Si mes coûts sont plus élevés que mes bénéfices, autant surtout que si après le travail je reviens, je dois, on doit s'occuper des enfants, on doit faire les tâches domestiques. Donc si on doit faire le calcul des coûts-bénéfices, si c'est pas bénéfique, ben oui, je n'irai pas m'insérer sur le marché de travail. Maintenant, pour cette idée de, de, euh, de coûts et de bénéfices, on ne va pas dire que c'est une préférence pure. C'est un choix rationnel, certes, mais c'est un choix qui est quand même un peu obligé et vu les conditions du marché de travail. Donc on ne peut pas dire oui, c'est une préférence pure et simple. On a les coûts de transport. Et quand je parle de coûts de transport, je ne parle pas que des coûts monétaires, on a aussi la sécurité, la fiabilité et en plus les prix qui sont abordables ou pas. On a le coût du coup de garde d'enfants qui est à peu près égal au salaire, voire parfois plus élevé que le salaire que la femme elle touche. On a aussi le coût de tâches domestiques qui ne sont pas rémunérées. Donc tous ces coûts-là peuvent rendre le choix très facile pour la femme bon, très facile, c'est-à-dire, je parle de choix monétaire, de rester à la maison. Euh, Maintenant, je pense que avoir juste, donc comme nous, comme moi, je suis économiste du marché de travail. Encore une fois, je parle beaucoup de coûts, d'incitation, d'opportunités, mais je pense que c'est très réducteur de parler que de chiffres. En fait, dans beaucoup de contextes, en l'occurrence les contextes marocains et les contextes des pays MENA, les normes sociales, elles jouent énormément. Elles jouent énormément dans le choix de la place, ce qu'on appelle, nous, un peu vulgairement, la place de l'homme et la place de la femme. Et du coup, ça a aussi défini la trajectoire du travail de la femme. Et du coup, je pense qu'il faut combiner cette idée de normes sociales, de droit aussi, avec cette idée économique pour avoir une réponse complète et avoir l'image parfaite. On a ici une doctorante qui est excellente, Soukaina Abouri. Elle est behavioral economist. Et contrairement à moi qui me focalise plutôt sur les chiffres, chômage, plutôt chiffres-coûts, elle s'intéresse à cette idée de normes sociales et comment elles permettent d'expliquer ce paradoxe MENA et comment elles peuvent avoir une implication sur l'économie. Donc moi, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que ce n'est pas le mien, mais je vous invite à voir ces travaux et à suivre ces travaux. C'est très intéressant d'avoir l'idée globale. Docteur Khandoussi, merci beaucoup pour vos clarifications. Juste une question. Les femmes marocaines assument plusieurs fois plus de tâches domestiques que les hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans un modèle de famille où la solidarité intergénérationnelle s'affaiblit, l'entreprise marocaine est-elle devenue incompatible avec la maternité? Et si le vrai problème était l'organisation du travail, pas la motivation des femmes? Ben exactement. La réponse, elle est claire et nette. Encore une fois, si les femmes n'étaient pas motivées, elles ne partiraient pas dès le premier coup à l'université et on ne se casserait pas la tête à faire des études, à stresser, à faire des partiels, à essayer. On resterait dès le début chez soi. Maintenant, comme vous avez dit, au-delà du travail, il y a les tâches domestiques. Donc au Maroc, c'est 7 fois.
Mais attention, ce n'est pas un problème marocain, c'est un problème international parce qu'il y a une autre étude qui a UN Women ont montré que c'est entre 2 à 5 fois euh, mondialement, donc une moyenne de 2 à 5 fois mondialement, ce qui est énorme. Et du coup, si on devait faire du 8h, 17h ou 8h, 20h parfois et re-rentrer faire du 20h minuit à la maison, donc là, il y a un problème d'inégalité, il y a un problème d'organisation. Donc, quand je parle de rigidité des horaires, de manque de flexibilité, je parle en l'occurrence de ça. Peut-être qu'on devrait avoir des politiques de garde d'enfants, des politiques de flexibilité des horaires et en fait avoir un marché de travail qui est un peu plus adapté à la femme aujourd'hui que ce qu'il est réellement. Docteur Khandoussi, il y a un chiffre qui interpelle fortement. 73% des jeunes NEET, c'est-à-dire ni en emploi ni en études, sont des femmes. Quand vous regardez vos recherches, quelle réalité sur l'emploi féminin vous a le plus surprise? Alors, moi, je vais donner un chiffre et ce chiffre, déjà, je vais le précéder d'une phrase qui est l'égalité d'accès ne garantit pas l'égalité des résultats. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de la région MENA, on parle beaucoup du Maroc, mais moi, je vais vous donner un chiffre européen pour montrer que ce n'est pas qu'un problème marocain ou africain ou de la région MENA. Je vais vous donner un chiffre qui fâche beaucoup, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est que toute chose égale par ailleurs, et je souligne le mot de toute chose égale par ailleurs, et je pense que vos professeurs vont beaucoup vous répéter cette phrase de toute chose égale par ailleurs. Les femmes, elles touchent 12% moins de salaire que les hommes. Donc là, on est en train de parler à qualification égale, à diplôme égal, pour le même poste, elles touchent 12% de moins en Europe. Donc, on va se dire, oui, l'Europe, on a moins d'inégalités hommes-femmes, on a moins de problèmes d'accès au marché de travail. Et pourtant, on a 12% de salaire moins pour les femmes que les hommes, ce qui est, moi, il me semble énorme. Juste pour que vous sachiez, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, pour les mêmes postes, les mêmes qualifications, l'homme, il va toucher 100 euros, la femme, elle va toucher 80 euros. Donc, ça fait quand même 20 euros de différence d'un salaire horaire ou d'un salaire. Si en plus, donc ça c'est que le salaire tout seul, si en plus on ajoute les inégalités d'accès à l'emploi, donc quand je dépose mon CV, moi en tant que Malak Kandoussi et que quelqu'un d'autre dépose son CV en tant que Mehdi par exemple, si on ajoute en plus cette inégalité-là, ben, les inégalités de revenus en Europe peuvent augmenter jusqu'à 37%. Donc ça, c'est des chiffres pour montrer que ce problème, c'est un problème qui est international, ce n'est pas un problème qui est destiné à certains pays. Et du coup, c'est un problème qui est dû au marché de travail et aux conditions de marché de travail. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les coûts de transport, les coûts en général, les discriminations, le problème organisationnel. Donc tout ça fait que notre marché de travail, il est plus fait pour l'homme que pour la femme. Merci beaucoup, madame. Alors, on parle aussi d'un écart salarial important, mais dans le secteur privé. Est-ce que pour vous, c'est une facilité technique, une question de secteur d'activité ou encore une discrimination structurelle qu'on refuse encore de nommer? C'est une très bonne question et c'est pour ça que j'ai souligné 3 fois le toute chose égale par ailleurs. Parce que certes, oui, on trouve que les femmes, donc to be fair, les femmes se retrouvent plus dans des secteurs un peu plus, disons, sensibles aux crises ou un peu plus, qui payent moins. On a aussi le fait que les femmes travaillent plus en temps partiel. On a en plus ce qu'on appelle the motherhood penalty. Donc, quand on part en congé de maternité, ça fait totalement un frein à l'avancée de la carrière de la femme. Donc, tout ça, oui, to be fair, ils expliquent une différence de salaire. Mais quand on dit le toute chose égale par ailleurs, c'est vraiment à compétences égales dans le même secteur, mais vraiment quand on dit le même emploi. Pour le même emploi, et du coup là, ça enlève toute disons, excuse sectorielle ou horaire ou autre.
et c'est vraiment une pure différence et une pure inégalité. Donc oui, c'est un problème d'organisation du marché de travail, c'est un problème d'entreprise, c'est un problème discriminatoire. Vous savez que certains économistes estiment que si le Maroc atteignait la parité économique, le PIB, lui, pourrait bondir significativement. Alors, on a une petite question, mais un peu provocatrice. Est-ce qu'il faudrait arrêter de parler des droits des femmes et ne parler que de performance économique pour convaincre les décideurs? Et est-ce que ce sera efficace ou est-ce que ce serait enfin, trahir le combat de vos avis? Ok, je comprends parfaitement votre question et je pense qu'elle est tout à fait légitime. Parce que si vous me parlez, moi, oubliant mon genre, oubliant moi en tant qu'économiste, je vous dis, bah, c'est du gaspillage du capital humain, tout simplement. C'est clairement du PIB perdu. Maintenant, je pense que c'est totalement injuste et unfair ou de parler que de problèmes économiques. Parce que je pense que justice sociale et adéquation économique devraient être complémentaires et pas des questions qui sont indépendantes. Je pense qu'il faut clairement non, c'est un problème de justice, c'est un problème social, indépendamment du fait que ce soit un problème économique. Maintenant, je vais faire un peu l'avocat du diable, d'accord? Et si on parle à une instance gouvernementale ou un décideur politique, ben écoutez, on parle d'un budget. Et quand on parle d'un budget, on regarde les coûts. Et oui, l'insertion de la femme est coûteux, il prend du temps, ça va être difficile. Donc, si vous me dites que c'est juste coûteux et que ça va prendre du temps, bah, ça fait peur. Littéralement, ça fait peur. Mais il faut le voir comme un investissement et pas comme un coût. Parce que les rendements futurs vont être énormes et vont être très bénéfiques pour le Maroc. Donc, si je venais à motiver un décideur public, je dirais clairement, l'insertion de la femme, c'est du PIB gagné. Donc ça sera vraiment ma première motivation parce qu'on parle d'un budget, on parle de financement, on parle est-ce que c'est possible ou pas possible. Donc si je vous dis, si aujourd'hui ça va vous coûter, mais demain, ça c'est un investissement, demain ça va payer, ben, je suis content, on est des investisseurs. Mais aussi, il faut garder en tête que c'est aussi un problème de justice, un problème où la femme, elle doit devenir indépendante économiquement. Donc ce n'est pas juste du gain de PIB, mais c'est aussi un gain social énorme. Docteur Khandoussi, on peut remarquer que des pays comme l'Islande imposent une certification d'égalité salariale aux entreprises. Faut-il passer par la contrainte légale pour briser le plafond de verre au Maroc? Ou peut-on encore compter sur l'autorégulation? Compter sur l'autorégulation, it's a big no. Donc directement, on va commencer par dire non. Donc il y a différentes méthodes, comme vous avez dit. On a un peu cette méthode qu'on va appeler agressive, si je peux me permettre, même si le mot n'est pas parfaitement utilisé. Mais c'est comme imposer des quotas, imposer l'égalité des salaires entre hommes et femmes pour les mêmes compétences. Et ça a montré des résultats qui sont très positifs dans certains pays. Maintenant, je pense aussi qu'il faut énormément s'adapter au contexte du pays et au contexte social. Parce que je pense que si on impose cette méthode qu'on va appeler un peu agressive au contexte marocain, je pense qu'on aura un certain frein, une certaine, une certaine non-acceptation sociale. Et ça peut causer des contournements et juste un effet de façade. Dire oui et contourner le problème. Donc pour le Maroc, je dirais qu'il faudrait plutôt quelque chose où on développe la conscience collective, où on a une adaptation qui est un peu progressive. Certes, c'est lent, parfois même insuffisant étant donné le contexte et l'énorme écart qu'on a dans la participation de la femme,
Mais je pense que vraiment faire les choses doucement et tranquillement, c'est mieux, dans ce cas-là, c'est mieux que d'imposer quelque chose sur une population qui n'est pas forcément prête à des grands changements. Donc des politiques plutôt comme la flexibilité de travail, comme peut-être des transports féminins où on se sentirait plus en sécurité même en rentrant le soir. Des transports peut-être qui sont financés en partie pour faciliter à la femme de partir et aller au travail. Ou aussi des crèches. Il y a certaines entreprises qui ont des crèches au sein de travail. Je parlerai notamment, UM6P, je pense à Bengurir, ils ont une maternité, je pense, hein, si je ne me trompe pas, au sein de Bengurir qui permettent du coup aux mamans de garder leur enfant proche et plus facilement. Docteur Kandossi, regardons loin. Si nous ne changeons pas de modèle maintenant, quel est le risque pour la stabilité sociale du Maroc dans 25 ans? Est-ce un simple ralentissement économique ou un risque de fracture sociale plus profond? Ok, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons une perte de PIB qui a été estimée par exemple à 12 000 milliards de dollars en PIB global. Donc cette perte-là, aujourd'hui, elle est déjà élevée. Donc si on continue comme ça et on accumule les pertes, bon, on aura un grand frein à la croissance économique. Je vais parler des deux volets. Je vais parler du volet social et du volet économique. Donc si on parle du volet social, la première chose que je vais vous dire, c'est clairement, on aura une frustration sociale. Non seulement on aura un manque d'autonomie économique de la femme qui va être croissant dans le temps. Aussi, on va avoir une transmission intergénérationnelle de tout ce qui est ces inégalités et pas que d'inégalités économiques. On aura aussi les inégalités d'éducation, les inégalités à l'accès à la santé et du coup, si on accumule tout ça, on aura ce qu'on appelle une frustration sociale. Donc le coût d'inaction à l'échelle sociale, il est peut-être invisible aujourd'hui, mais il va être énormément coûteux demain et on risque d'avoir totalement une frustration, comme vous l'avez appelé, et un manque de confiance institutionnelle. Maintenant, économiquement, comme je vous ai dit, le fait que la moitié de la population, parce que la femme, c'est à peu près la moitié de la population marocaine ne travaille pas, ça veut dire qu'on a la moitié qui n'est pas productive. Moins d'innovation, moins de diversité dans la prise de décision. Plusieurs études ont montré que la diversité de prise de décision est très importante dans la croissance économique et du coup, c'est surtout moins de production, moins de productivité. Donc, si on accumule ça sur le long terme, ben oui, on aura une fracture économique et une fracture sociale. Surtout que quand on voit la trajectoire du Maroc aujourd'hui, il faut le noter, il faut le saluer. Le Maroc est sur une croissance économique qui est extraordinaire. On fait des investissements qui vont être très bénéfiques dans le futur. Et vraiment, again, si je parle de cette option coût-investissement, on est en train de faire des investissements non seulement physiques, mais aussi dans l'éducation et dans la santé. Donc, imaginez, en plus de ces investissements, je rajoute une fraction de la population qui était en dehors du marché de travail et je l'inclus dans le marché de travail pour qu'elle aide encore plus à cette croissance économique. C'est magique, on va aller loin. Donc, il faut inclure plus la femme, il faut des politiques qui sont plus encourageantes pour l'inclusion. Du coup, on a dit 20% qui ne sont pas incluses, donc 80%, vous m'en donnez que 40% dans quelques années, ça va être formidable. Alors madame, maintenant parlons à toutes les étudiantes qui nous écoutent, à celles qui ont peur du marché, mais aussi celles qui ont travaillé très dur. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner, le conseil le plus cash que vous auriez? Le conseil le plus cash que je donne, le diplôme est très important, il est essentiel, mais à lui seul, il n'est pas suffisant. Il est essentiel de savoir travailler sur ses compétences, savoir comment le marché de travail il marche, développer son réseau. Le réseau est très important. Donc, si j'avais un conseil, c'est de dire à ces jeunes femmes
d'être intelligente, de travailler certes durement, il faut travailler durement, mais très très stratégiquement. En fait, il faut connaître les cartes qu'on a en main, il faut savoir comment le jeu, on peut gagner le jeu. Il faut toutefois rester lucide parce qu'on a vu que le marché de travail, il est compliqué, il est difficile, il n'est pas neutre. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Et même si au début, on voit que le marché de travail, il est difficile pour la femme, si je peux résumer, il ne faut pas abandonner. Il faut oser. Il faut oser postuler. Il faut oser poser des questions. Vous êtes des femmes intelligentes, vous êtes des femmes qui... D'ailleurs, on le voit, les notes des femmes, elles sont plus élevées que celles des hommes. Vous réussissez plus, vous réussissez moins. Désolée pour les hommes, mais c'est vraiment... vous pouvez le faire. You can make it. Trust the process. Il faut oser. Il ne faut pas s'auto-censurer. Et même si on ne voit pas au début, si c'est difficile, chaque victoire, chaque pas, même si c'est invisible, ça trace le chemin pour vous et pour les femmes d'après, surtout que le Maroc, il ne part pas de zéro, il a vraiment des politiques qui vont favoriser la femme, qui partent vers ça. Donc, si tout le monde travaille ensemble, je pense qu'on peut aller très loin. Et du coup, go for it, c'est ce que je peux dire. Merci. Donc, merci infiniment, Dr Malek Kaddoussi, pour votre présence et aussi vos analyses très très riches. Aujourd'hui, on va retenir une idée qui est essentielle. Un pays qui éduque ses filles mais ne leur permet pas de participer pleinement à son économie perd une part de son potentiel. L'inclusion économique des femmes n'est pas juste un sujet secondaire. C'est une exigence stratégique pour le Maroc et pour toutes les économies du monde. Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser cet épisode grâce au travail acharné de nos chargés de projet, ainsi que les membres du bureau exécutif d'Ecopolis, qui ont rendu le projet EcoTalk possible. Et nous remercions également le club Athéna, présidé par Rajab Alami, pour la richesse de ses interventions et sa participation à cette conversation. Un grand merci au SAC pour son accompagnement précieux, ainsi qu'à toute l'équipe de la valorisation en coulisses qui ont rendu ce tournage possible sur le plan technique et logistique. Nous remercions aussi chaleureusement Dr Malek Kaddoussi pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Dr Malek Kaddoussi. Du coup, je vous remercie pour votre invitation. C'était très intéressant. Vos questions, elles sont très enrichissantes. Ce qui me fait plaisir, ce qu'on ne voit pas derrière les caméras, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes ici aujourd'hui et que du coup, c'est des sujets qui intéressent aussi les hommes. Et je pense que vu que maintenant, c'est eux qui ont un peu plus le pouvoir sur le marché de travail, c'est bien que c'est des sujets qui les atteignent et c'est bien qu'eux aussi, ils veulent trouver des solutions à ces problèmes d'inégalité. Donc, c'est très encourageant et je suis très optimiste pour le futur. Enfin, merci à vous qui nous écoutez et nous suivez. Votre intérêt donne sens à ce que nous construisons. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'EcoTalks. À très bientôt.